Bonjour à tous, cette vidéo pour traiter une partie de notre chapitre 6b sur la dérivabilité et la dérivation d'ailleurs des fonctions à une variable réelle qui peuvent arriver dans R ou dans C. Bon, pour l'instant on est plutôt sur des fonctions qui auraient pour image des réels. Et je vous avais expliqué justement que on pouvait sur certaines parties se permettre de laisser travailler un petit peu en autonomie pour gagner un petit peu de temps. Et c'est non négligeable évidemment. Parce que notamment sur la partie 1 et puis après un petit peu plus tard aussi, ça donnera lieu à une autre vidéo. On a déjà en fait abordé un certain nombre de points, même si c'était de façon plus superficielle, on part quand même pas de rien. Donc voilà, on peut se permettre sur ces parties-là, sans trop d'encombre normalement. Après, bien évidemment, si vous reste des questions, vous savez où me trouver. Donc c'est pas problématique non plus. Alors, donc, on en était au 1,5 justement, qui en fait traite des opérations qu'on va pouvoir faire sur les fonctions dérivables en gardant la dérivabilité. C'est ça l'idée, parce que des opérations on peut en faire, mais toutes celles qui ne sont pas écrites là vont pas forcément avoir une garantie de conservation de la dérivabilité. Donc là, on va retrouver la combinaison linéaire, donc la combinaison linéaire de deux fonctions, les combinaisons linéaires, pardon, toutes, de deux fonctions dérivables en A et dérivables en A, pardon, enfin toutes les combinaisons sont dérivables en A, je vais y arriver, je vais y arriver. Ensuite, donc pour le produit, même principe, si je pars de deux fonctions dérivables en A, on obtient donc une fonction produit qui est dérivable en A. On retrouve évidemment les formules que vous connaissez déjà normalement depuis la classe de première. Donc notamment pour la combinaison linéaire, eh bien la dérivée en A et la combinaison des dérivées en A sans piège en fait. Pour le produit, c'est un peu plus piégeux, mais vous connaissez déjà, c'est ce qu'on appelle régulièrement U fois V. Là, on a mis F fois G, mais c'est pareil. Donc, on retrouve bien le U' fois V plus U fois V' appliqué en A, bien sûr. Après, donc l'inverse, c'est le quotient. Ça contient aussi le cas du quotient. Pareil, deux fonctions qui sont dérivables vont donner lieu à un quotient dérivable à condition que la deuxième, donc celle qui est au dénominateur, ne s'annule pas. Donc on l'a déjà vu pour les fonctions continues, en fait ça va être la même règle pour les fonctions dérivables. En revanche la formule, bon là aussi vous la connaissez déjà, mais elle est déjà un petit peu moins simple. Donc on retrouve le U sur V. D'ailleurs il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas fluoté lui aussi. Voilà, donc on l'a ici. Et au passage, parce que celle-là vous la connaissez moins souvent et pourtant elle rend service, quand on a 1 sur G, pas besoin d'aller chercher F sur G, donc U sur V. Il nous suffit donc de faire moins la fameuse dérivée en A de la seule fonction qui intervient là, donc G, et divisé par donc G de A au carré. C'est quand même plus rapide et moins source d'erreur. Donc c'est quand même bien à connaître, même si ce n'est qu'un cas particulier de la seconde. Ensuite, la composée, pareil, alors c'est une formule que vous connaissez déjà un peu moins bien, mais normalement qui a déjà été vue aussi en lycée, même si parfois elle n'est juste qu'introduite parce que après vous avez les formules avec U qui vous permettent de traiter les composés. Là, on la généralise vraiment et on la prend vraiment puisqu'on va l'utiliser, nous, et on l'a déjà fait d'ailleurs, dans des cas un petit peu plus complexes. Voilà, donc on retrouve, mais je pense que pour le coup, vous avez dû l'apprendre avec F et G, je ne sais pas. Donc pour G rond F, alors déjà, donc F, si elle est dérivable en A et G en F de A, donc les conditions sont quand même un tout petit peu plus délicates. Alors G rond F est bien dérivable en A. Faire attention en fait toujours aux appartenances des ensembles, enfin du point auquel on veut calculer la dérivée et de l'appartenance donc à son ensemble de dérivabilité de la fonction concernée. Et donc elle sera dérivable en A dans les bonnes conditions. Et la formule, justement, on retrouve le H' égale F' fois G' de F, ou G' rond F de A, bien sûr, toujours appliqué en A. Bon, et donc enfin, la toute dernière, qui pour le coup est finalement la seule qui est censée être réellement toute nouvelle, mais qu'on a déjà vue nous en début d'année, c'est pour ça que je disais qu'on ne partait pas de rien, qui est donc celle de la réciproque, parce que maintenant qu'on sait démontrer que les fonctions sont bijectives et que donc elles admettent une réciproque, ben justement on avait parlé de la dérivée de cette réciproque, de la dérivabilité aussi. Et donc là je vous ai tout bien réécrit, donc si f est dérivable en a et f' de a différent de 0, alors la fonction réciproque est dérivable en f de a. Alors forcément elle n'est pas dérivable en a puisqu'on est dans l'autre sens,
La réciproque, je rappelle qu'elle, elle va aller de J vers I. Donc automatiquement, on ne va pas avoir la dérivabilité au même point, mais il y aura une correspondance directe puisque ce sera l'image du point qu'on avait pris pour la dérivabilité de f. Donc je répète, si f est dérivable en a et si sa dérivée ne s'annule pas en a, alors on va avoir donc f-1 qui est dérivable en f de a, que j'ai appelé b ici pour alléger un petit peu la formule. Donc du coup on peut retenir que h' de b c'est 1 sur f' de a, qu'on peut écrire aussi donc h' de f de a au final. Et h d'ailleurs, attendez, je vais faire la totale. Donc h c'est f-1, donc f-1 prime. Enfin, ou alors non, en fait, non, je vais pas l'écrire, non, je vais vous l'écrire avec b parce que en fait vous vous en servirez surtout comme ça. Donc f-1 prime de b qui est égal à 1 sur f' de f-1 de b. Alors, on peut la retenir comme ça. C'est souvent comme ça qu'on l'applique. Pour un b appartenant à j, c'est-à-dire à l'ensemble des images de i. Voilà, bon. Alors, toutes les démonstrations seraient faisables. Mais encore une fois, ce que je recherche dans les démonstrations, alors c'est soit vraiment la démonstration des théorèmes vraiment particulièrement connus, particulièrement utilisés, etc. Bon, tout cela, toutes les propositions là sont très utilisées hein, quand même, mais bon. Soit après, je recherche quand même qu'il y a un intérêt, ou bien oui, ou bien si c'est imposé dans le programme, bien sûr. Mais après, sinon, quand je les choisis, je cherche quand même qu'il y a un intérêt pédagogique, donc un intérêt en termes d'exercice en fait derrière. Et en fait, là, on en a 4 qui se démontrent avec le même principe, mais avec plus ou moins de calculs. Bon, voilà, on va gagner un peu de temps, on va faire les deux où il y a le moins de calculs. Et puis, celle sur la bijection réciproque, j'ai pas choisi de la faire, mais elle pourrait être intéressante également. N'hésitez pas après à vous documenter aussi. Comme je vous ai déjà expliqué, malheureusement, on ne peut pas tout traiter non plus. Mais là, ça va vous montrer quand même un petit peu le principe. Donc, on va démontrer, du coup, proposition 1 et 2. Donc, je vais le faire en une fois parce qu'en fait, les conditions sont les mêmes. Il nous faut f et g, deux fonctions dérivables en un point a de i. Il n'y a pas d'autres contraintes. Donc, voilà, je me permets de faire tout en une fois. Au moins, on se passe dans le même contexte et on fait les deux calculs d'un coup. Donc, on part de f et g qui sont deux fonctions dérivables en un point a. Donc, on choisit un a aussi dans i. Et rappelez-vous, je vous avais montré quelque chose en tout début de chapitre et je vous avais dit, on s'en sert notamment beaucoup dans les démonstrations, pas que, mais beaucoup en tout cas là tout de suite. C'était donc la réécriture de la dérivabilité d'une fonction. Donc on avait vu que il y avait une autre manière d'écrire la fameuse limite du taux d'accroissement qui donne la dérivabilité en a. On pouvait l'écrire en utilisant une fonction epsilon qui tend vers 0, qui évite donc la notation utilisant les limites et qui permet en fait d'un peu plus tout traiter algébriquement avec en manipulant finalement, au lieu de manipuler une limite, on va manipuler une fonction qui a une limite nulle. Voilà, c'est ça l'idée. Donc bon, je vous réexplique pas tout, ça on l'avait fait, et on avait dit justement qu'en plus, c'est intéressant pour plus tard, puisque c'est finalement le début d'un développement limité, donc ça commence à arriver tout ça. Et donc j'avais commencé à préparer le terrain sur tout ça. Enfin bref, donc pour nos deux preuves, on va justement se servir de cette écriture. Donc soyez pas surpris. Alors, donc, je l'avais commencé. Voilà. Donc proposition 1 et 2, les preuves, enfin la preuve des deux. Donc vous voyez, je prends f et g, deux fonctions dérivables en a appartenant à i. Donc ça aurait peut-être été bien que je mette soit a appartenant à i. Bon, j'ai tout mis dans la même phrase. Donc si on utilise justement la définition, enfin la proposition, l'équivalence là que je viens de vous montrer, on peut dire que ça revient à dire qu'il existe L1 et L2 réels, epsilon 1, epsilon 2 des fonctions de i dans R, telles que, rappelez-vous, hein, sur la fonction epsilon, il y avait quand même une condition forte. Il fallait qu'elle tende vers 0 quand x tend vers a, parce que là on est en a, et qu'en plus elle soit continue en a, c'est-à-dire que ce 0, ce soit l'image aussi de la fonction en a. Et donc on a pareil pour epsilon 2. Alors évidemment, pourquoi j'ai mis 1 et 2? Parce qu'il va y en avoir une pour f et une pour g. Voilà, donc là, pareil, epsilon 2, 2a. Et donc tout ce beau monde est choisi tel que, et existe, hein, tel que
pour tout x appartenant à i, f de x égale f de a plus L1 fois x moins a, donc c'est le fameux début du développement limité, donc celui qu'on appelle développement limité à l'ordre 1. Et pareil pour g, donc g de a plus L2 x moins a plus epsilon 2 de x, facteur de x moins a. Et donc maintenant, je vais m'intéresser donc à la combinaison, enfin une combinaison, pardon, justement quelconque de f et g, et au produit f par g. Donc pour la combinaison, il me faut des coefficients pour les combinaisons. Mais bon, là, on va en prendre, c'est comme si on en prenait une n'importe laquelle. Hein. Donc je fixe justement alpha, bêta, deux coefficients réels. Et je vais me placer en un x aussi. Je vais choisir un x dans i, n'importe lequel. Et je m'intéresse donc à alpha f plus bêta g de x. Et donc l'idée, rappelez-vous, je vais démontrer que alpha f plus bêta g est dérivable en a. Donc l'idée, c'est de finalement trouver une écriture de ce type-là, du type de ce qu'on a vu là, la caractérisation de la dérivabilité, mais pour alpha f plus bêta g. Bon, alors pas évident comme ça de tête, mais on se dit, bon bah finalement, je vais utiliser les informations que j'ai déjà à ma disposition. Donc notamment alpha f plus bêta g de x, on sait que c'est alpha f de x plus bêta g de x, jusque-là. J'ai juste les propriétés de toutes les fonctions. Ensuite, donc, f de x, on peut le remplacer. Alors, c'est là que je vous parlais de calcul. Hein. Il y a quand même un petit peu de calcul. Mais bon, c'est pas... Enfin, ça reste... bon, voilà. On met un petit peu les mains dans le cambouis, hein, mais c'est pas... ça va. Ça reste tout à fait gérable, normalement, en étant organisé. Donc, alpha fois f de x plus bêta, je vais le faire là, fois g de a plus L2 de x moins a plus epsilon 2 de x, facteur de x moins a. Voilà. Et donc, nous, on voudrait, finalement, on voudrait alpha f plus g de plus bêta g de a, puisqu'on voudrait, rappelez-vous, une écriture sous forme de développement limité, plus donc un nombre, alors il faudrait l'appeler L, hein, fois x moins a, plus une fonction qui tendrait vers 0 en a, fois x moins a. Donc on se dit, bon, finalement, on a quand même des éléments déjà de tout ça, donc on va essayer de rassembler intelligemment nos termes. Donc justement, alors, tiens, je vais prendre des couleurs aussi. Donc ça et ça, multiplié à chaque fois par leur facteur, ça va faire alpha f de a plus bêta g de a, donc alpha f plus bêta g de a. Je vais essayer de gagner un petit peu de temps dans l'écriture. Plus, alors maintenant si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des L, je vais changer de couleur. Voilà, là j'ai donc L1 x moins a, L2 x moins a. Moi, à chaque fois multiplié par alpha et respectivement par bêta. Donc, je peux dire que j'ai alpha L1 plus bêta L2, facteur de x moins a. Donc ça a donné ça. Et le jaune, tant que j'y suis, il avait donné ça. Ok. Et enfin, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Au final, il nous reste les epsilon, et qui ont toutes les deux un facteur x moins a aussi. Donc, dans le même genre, je vais pouvoir rassembler mes deux termes en factorisant. Donc j'ai alpha epsilon 1 de x plus bêta epsilon 2 de x, facteur de x moins a. Donc ça commence à être pas mal, puisque ça ressemble quand même très fortement à ce qu'on veut. Maintenant, il faut voir si tous les morceaux, entre guillemets, correspondent bien vraiment à ce qu'on veut. Et bien justement, alors ici, j'ai rien à toucher, c'est exactement ce que je voulais, puisqu'on veut la fonction en a. Très bien, la fonction c'est alpha f plus bêta g, donc parfait. Ici, on veut 1 réel fois x moins a. Bon, lui, on n'a qu'à l'appeler L, et on peut dire qu'il appartient à R, il n'y a pas de souci. Et là, on veut une fonction qui tend vers 0 et continue en a, et multipliée par x moins a. Et justement, celle-là, si je l'appelle epsilon de x, forcément, je vais avoir epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers a, parce que epsilon 1, epsilon 2, c'est leur cas, pardon. Et comme epsilon 1 et epsilon 2 sont continus en a, là je fais juste une combinaison de fonctions continues, donc epsilon aussi continue en a, donc forcément, cette limite, c'est bien son image en a. Donc, on a finalement comme écriture
alpha f plus bêta g de a, plus L fois x moins a, plus epsilon de x fois x moins a, avec le bon epsilon de x, ça je l'ai déjà écrit, je vais pas le reprendre. Donc, d'après notre caractérisation, d'après la proposition que je vous ai montrée tout à l'heure, on a bien alpha f plus bêta g dérivable en a. Oui, dérivable en a. Voilà, j'avais rien à ajouter là-dessus, je pense. Ah oui, si. Ah ben si, il y a quelque chose à ajouter. Si, c'est important en plus. Parce que dans la caractérisation, justement, on disait qu'en plus, on pouvait dire que le petit L, c'était f' de a. Et là, justement, nous, notre petit L, c'est intéressant, parce que tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais... donc là, tout à l'heure, dans notre f de x et notre g de x, justement, le petit L, comme f est dérivable en a, ça correspondait à f'. J'aurais pu mettre ça d'ailleurs directement, c'était pas problématique. Et là, donc finalement, si je retraduis maintenant ce que j'ai obtenu, je peux dire que alpha L1 plus bêta L2, c'est justement alpha F plus bêta G prime en A. Ça, c'est vraiment la caractérisation qui le dit. Hein. Et donc, on récupère aussi alpha F plus bêta G prime en A, qui est égal à alpha F prime de A plus bêta G prime de A. Donc on récupère aussi la formule. Tant qu'à faire, on va pas s'en priver. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Le orange. Voilà. Donc une, elle est faite. Maintenant, on va essayer de démontrer l'autre. Vraiment le même principe, exactement le même. Pas le même calcul, mais c'est tout. Donc maintenant, f fois g. F, g. Donc de x. Alors, fg de x, donc c'est f de x fois g de x. Jusque-là, ok. Et donc pareil, je peux remplacer f de x par l'expression que j'en ai dans la caractérisation en utilisant sa dérivabilité, c'est-à-dire f de a plus... Mais tiens, cette fois, je vais mettre... Ouais, alors pourquoi j'avais pas mis f'? Parce que ça simplifie quand même l'écriture. Ouais, non, je vais garder L1, parce que sinon, se trimballe en fait tout le long des f' de a, g' de a. C'est quand même plus rapide d'écrire L1, quoi. Voilà, après, vous ferez comme vous voudrez. Si vous voulez le mettre tout de suite, ça pose pas de problème. Donc, plus epsilon 1 de x fois x moins a. Bon, donc ça, c'est le... Donc là, on voit que, bon, il va y avoir un petit peu de calcul, hein, puisqu'on va avoir un gros produit à calculer. Donc, plus L2 de x moins a, plus epsilon 2 de x, facteur de x moins a. Donc là, faut pas avoir peur, hein, on se retrousse les manches et on développe. Et justement, quand on va développer, on va voir apparaître des choses intéressantes, puisque f2a fois g2a, donc ça fait fg2a. C'est ce qu'on veut, nous, dans le début de notre développement limité, donc parfait. Bon, ensuite, on va naviguer un petit peu plus à l'aveugle, hein, mais bon, tant pis, il y a un moment, il faut y aller. Alors peut-être que... alors j'essaie juste de voir si on peut gagner un petit peu de temps. Parce qu'en en fait, on voit bien qu'à part le tout premier produit, tous les autres vont contenir un facteur x-a, tous. Et certains vont contenir un facteur x-a carré. Donc ce que je vais faire pour gagner du temps et de la lisibilité, c'est que je vais déjà prendre dans un premier temps tous ceux qui ont un facteur x-a. Donc j'ai du coup le suivant, là, f de a fois L2, donc f de a L2. Après, f de a epsilon 2 de x. Donc là, c'est vraiment, les deux suivants, là, dans l'ordre de distributivité. Ensuite, donc, je pars de celui-là. Là, j'ai encore un facteur x moins a. Donc, je vais avoir x moins a facteur de g de a fois L1. Le suivant, je ne prends pas pour l'instant parce que c'est x moins a au carré. Et celui d'après, encore pareil. Donc, je passe à lui, là. Que pareil, je vais d'abord distribuer sur le premier terme. Donc, je vais avoir un facteur x moins a. Donc, g de a facteur d'epsilon 1 de x. Voilà. Et ensuite, alors je vais le faire en dessous pour qu'on ait tout dans la même page. Donc x moins a carré, donc en gros les autres, ceux qui restent. Donc il me restait, alors je vais prendre une couleur là, il me restait celui-là fois celui-là, celui-là fois celui-là. Donc ça nous donne en x moins a carré, donc ça fait L1 et L2 ici.
Et après, plus L1 epsilon 2 de x. Et après, il me restait, pour le tout dernier, il me restait 2 encore. Donc, il me restait plus L2 epsilon 1 de x, plus epsilon 1 de x, epsilon 2 de x. Voilà, donc ça c'est bon, et c'est bon, en fait j'ai fait mon développement. Donc maintenant il va falloir juste réarranger tout ça, mais on va y arriver. Alors maintenant il faut bien avoir en tête ce qu'on veut. Alors le tout début c'est bon, on garde, parce que ça ressemble bien à ce qu'on veut. Nous après on veut un réel fois x moins a. Donc dans ce que j'ai fois x moins a, je vais garder que ce qui est réel, qui n'est pas variable. Autrement dit, alors attendez, je vais le mettre. Je vais éviter le orange, je vais regarder le orange pour la conclusion. Je vais prendre le jaune, voilà. Donc là, j'ai ça et ça, puisque les deux autres termes dépendent de x et que je veux pas du x moins a carré. Donc finalement, le début de mon développement limité, ça peut être qu'avec ça. Donc f de a L2 plus g de a L1, le tout fois x moins a. Donc là, ça, ce serait, donc on va en parler après, mais ce serait mon L, mon fameux réel devant x moins a. Et ensuite, donc, alors tout ce qui reste là, on va voir si ça marche, mais il me faudrait donc une fonction qui tend vers 0 et qui est continue en a, multipliée par x moins a. Bon, on va voir. Donc on va prendre dans tout ce qui reste et on va laisser juste le facteur x moins a. Oui, on va faire ça. Donc il me reste, alors, là aussi je vais mettre des couleurs pour qu'on se suive. Donc là, il me reste ça et ça. Donc c'est bon, je l'écris. Donc f de a epsilon 2 de x plus g de a epsilon 1 de x. Ok, bon. Donc ça, je rappelle, ça donnait ça. Ensuite, maintenant on a presque fini. Il me reste toujours en facteur de x moins a. Là, j'ai le x moins a carré, donc je vais faire x moins a fois x moins a. Donc il va me rester à l'intérieur du facteur de x moins a encore un x moins a, facteur de. Et donc là, je vais mettre tout le reste. Parce que j'ai pas besoin, en fait, on pourrait réécrire les choses, mais on va voir que ça nous allait très bien comme ça. On n'a pas besoin de mieux. Donc en gros, je mets tout ça là. Donc L1, L2, plus L1 epsilon 2 de x. Parce que rappelez-vous, dans notre formule, on veut x moins a facteur de quelque chose qui tend vers 0. Donc en gros, j'ai juste voulu mettre x moins a en facteur. Et on va voir si ce qui est à l'intérieur, enfin, si le second facteur tend bien vers 0 ou pas. Donc évidemment, on croise les doigts pour que ce soit le cas. Et voilà, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un crochet. Voilà. Pardon, pour qu'on se comprenne bien. Justement, oui, c'est bon, voilà, il est en plus. Donc ça, c'est en rose. Ok, alors maintenant, si on observe justement ce qui est là, je vais prendre du rouge, tiens, c'est très bien. Tout ça, eh bien, donc ça va être mon epsilon de x. Et ça tend bien vers 0. Alors pourquoi? Parce que si vous regardez bien, chacun des termes contient un epsilon, donc epsilon 1 ou epsilon 2. Et ce sont des fonctions qui tendent vers 0 quand x tend vers a. Et là, on fait que les multiplier entre elles ou les multiplier par un réel. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas vers 0. Et fois x moins a, ça ne pose pas de problème, puisque x moins a tend vers 0 aussi. Et 0 fois 0 n'a jamais été interdit, hein, ça fait bien 0. Donc on a bien une fonction qui tend vers 0. En plus, on n'a manipulé que des fonctions continues, qu'on a multipliées entre elles ou par un réel. Donc c'est resté continu, pas de problème. Et en A, bien sûr. Et donc on a bien epsilon qui continue en A. Donc on a tout ce qu'il faut en fait. On a fini. Donc maintenant, on peut en déduire que FG est dérivable en A, tout d'après notre proposition d'équivalence, enfin qui est équivalente à la dérivabilité là. Donc FG est dérivable en A, et en plus, on va retrouver la formule. Et FG' de A est égal à L, donc est égal à F de A, L2. Alors vous, souvent, vous l'écrivez dans l'autre sens, donc je vais la prendre dans l'autre sens. Donc G de A, L1 plus F de A, L2, qui est égal, rappelez-vous, L1 c'est F' de A, et L2 c'est G' de A. Donc est égal finalement à F' de A, G de A, plus F de A, G' de A, qui est bien la formule qu'on voulait. Voilà, donc ça, on a bien démontré.
oui, bien sûr, la dérivabilité qui est tout aussi importante. Vous remarquerez d'ailleurs que on arrive à faire les deux en même temps, mais le but au départ, c'est de montrer que c'est dérivable. Hein. On ne va pas calculer des dérivés si on ne sait pas que c'est dérivable. Voilà, donc pour la démonstration, on est bon. Je voulais vous montrer deux exemples intéressants sur justement ces propositions, notamment sur la fonction réciproque et qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Sûrement une avec des composés aussi, un avec des composés. Donc les exemples, on va en traiter juste là, on va juste en traiter deux. Donc comme d'habitude, hein, moi je vous conseille d'arrêter la vidéo et d'essayer, et de regarder après la correction, c'est vous qui voyez. Alors, donc exemple que j'avais prévu, donc j'avais prévu de vous demander de retrouver la fonction dérivée de la racine cubique, de la fonction racine cubique sur R plus étoile, et aussi de arctangente sur R, hein, ça n'a pas de problème, en utilisant leurs fonctions réciproques respectives. Leurs fonctions réciproques respectives. Voilà, et ensuite, donc je voulais donc vous étudier la définition, enfin la définition et la dérivabilité de la fonction qui à x associe arctangente, non, ln, pardon, de arctangente de x carré plus 5. Voilà, et enfin déterminer f' là où c'est possible, tant qu'on y est. Voilà, bon, donc tout un programme, mais on y va, on se lance. Alors, donc l'idée là, c'est vraiment d'aller pour la racine cubique notamment et arctangente. Alors je sais que arctangente, la connaissez déjà, et que racine cubique, vous seriez, je pense, en mesure de la retrouver par vos formules. Voilà, mais l'idée justement, c'est d'aller utiliser autre chose, c'est-à-dire de supposer que finalement on est juste démontré pour la réciproque, parce que bon, quand vous les retrouvez, quand vous les retrouvez à votre manière là, c'est pas forcément une démonstration, c'est une façon de retrouver par le calcul. Là, on pourrait supposer qu'on a démontré vraiment la dérivabilité de la réciproque et utiliser le théorème de réciprocité de la dérivabilité pour récupérer la dérivabilité des fonctions qui nous intéressent. Je ne sais pas si je n'en ai pas perdu en cours de route dans ma phrase, mais j'espère que ça va. Bon, donc du coup, il faut déjà se souvenir de qui est la réciproque, la racine cubique. Bon, en général, on le sait, hein, c'est la fonction réciproque donc de la fonction cube. Alors justement, on va pas redémontrer l'objectivité, etc., parce que sinon, on s'en sort pas. Mais ça, bon, on va supposer que vous en souvenez. La fonction cube, donc, alors, attendez, déjà, je vais lui donner un nom à cette fonction, elle l'appelait f, la racine cubique. Voilà. Et donc, on va préciser que f est la réciproque de la fonction cube. Sur R, oui. Ah non, parce que là, je l'ai prise R plus étoile. Donc, enfin, oui, alors en même temps, c'est quand même vrai. Bon, je dirais que là, je vous ai demandé sur R plus étoile, donc on va s'en tenir à ça. Donc, f est la réciproque. Parce qu'il y a justement le problème de la dérivée qui s'annule. C'est pour ça que j'ai pris que la partie strictement positive. Donc, f est la réciproque de la fonction cube. Du coup, on va la restreindre et la co-restreindre. Je vais l'appeler G. Qui à x associe x au cube, donc de R plus étoile dans R plus étoile. Voilà. Puisque nous, f, elle est définie sur R plus étoile d'après l'énoncé. Donc j'ai pris la restriction. Ok, bon.
alors pourquoi, enfin comment on aurait démontré qu'elle était bijective? On l'a déjà fait plein de fois, hein. Il suffit d'appliquer le théorème de la bijection, justement. Comme G est continu strictement monotone et que la limite, alors là, ce serait en zéro. Donc la limite en zéro, c'est zéro, la limite en plus infini, c'est plus infini. Et donc on a bien une bijection de 0 plus infini dans 0 plus infini. Voilà. Donc bon, ça je passe. Ainsi. Alors, comme G est dérivable sur R, donc enfin sur, pardon, sur R plus étoile, ça suffit. Mais bon, dérivable sur R. Et que sa dérivée ne s'annule pas, justement, sur R plus étoile. On aurait même pu se placer sur R étoile. Bon, j'ai pris un intervalle sans rupture, mais... Donc comme G est dérivable sur R plus étoile et que sa dérivée ne s'y annule pas, c'est-à-dire dans R plus étoile, elle ne s'annule pas, parce que la dérivée de G, c'est la fonction qui a x associe 3x carré, elle ne s'annule qu'en 0. Donc elle ne s'annule pas sur R plus étoile. Donc ne s'y annule pas. Alors, f, qui est égal donc à la réciproque de G, est dérivable sur tout l'ensemble d'arrivées de G, c'est-à-dire sur R plus étoile. Donc la dérivabilité, elle est quand même facile à donner. Et de plus, on peut utiliser donc la formule. Alors de plus, pour tout x justement appartenant à R plus étoile, et en fait ça s'avérera vrai pour R étoile, f' de x est égal donc à g-1 de prime de x. Et donc c'est la formule dont on parlait dans le préambule là, de la vidéo. Donc 1 sur g' de g-1 de x. G', je rappelle que c'est 3x carré. Hein, donc du coup, bah, si je fais g' de g-1 de x, ça va me faire 1 sur 3 fois g-1 de x au carré. Or, g-1 de x, c'est justement la racine cubique de x. C'est f de x, quoi. Voilà. Et la racine cubique, je rappelle que c'est x puissance 1 tiers. Donc ça revient à dire 3x puissance 2 tiers. Voilà. Donc formule que vous auriez pu retrouver en admettant que celles qui ont été vues au lycée, là, avec x puissance n, soient valables pour un n qui n'est pas un entier, tout en restant positif, mais voilà. Donc, bon, on était quand même à la limite du programme hein, quand on faisait ça. Là, pour le coup, c'est démontré, puisque la fonction cube qui est dérivable, je ne sais plus si on l'a fait, nous, vraiment dans les détails, mais ça se fait facilement. On peut démontrer vraiment qu'elle est dérivable. Et du coup, bah, par le théorème, on démontre vraiment que cette fonction, la racine cubique, elle est dérivable et que sa formule, c'est celle qu'on vient de trouver. Voilà. Donc, ça, ok. J'étais juste en train de... Ah oui. Et... Attendez, je me demandais juste... Parce que justement, on pourrait se demander ce qui se passe en 0. Puisque, alors le théorème là, de réciprocité, il vous dit, si la fonction donc d'origine est dérivable avec une dérivée qui ne s'annule pas en 0, alors la fonction réciproque est dérivable justement partout, enfin pour toutes les images non nulles, hein. Enfin, pardon, pas pour toutes les images des abscisses qui correspondent à cet ensemble où la dérivée ne s'annule pas. Mais ça ne veut pas dire qu'après, si on étudie la fonction en question vraiment localement, au point en question qu'on n'a pas réussi à récupérer, la 0 par exemple, ici, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas trouver une dérivabilité à la main. Là, juste, le théorème ne permet pas de nous dire finalement. C'est-à-dire que là, le théorème, il nous dit, bah, en 0, moi, je n'affirme pas qu'elle est dérivable. Mais si ça se trouve, elle va l'être. Donc, mais sans utiliser ce théorème, bien sûr. Donc ça vaut peut-être le coup d'aller voir un petit peu ce qui se passe en 0 rapidement. Alors je sais qu'on vous demandait sur R plus étoile, j'aurais pu demander sur R plus et vous tendre le piège du 0. Là, bon, j'ai fait le choix plutôt de mettre R plus étoile et de discuter après avec vous de ce qui se serait passé sans l'étoile. Là, pour le coup, on peut peut-être aller chercher, on a vu le théorème de la limite de la dérivée, qu'on a vu un petit peu en avance, qui est dans le 2.6 dans le cours, qui nous dit justement, et là c'est intéressant, que si f est continue, donc là nous elle est sur l'intervalle qu'on veut le plus grand, hein, donc là nous ce serait R+, ou R même, hein, pour le coup on pourrait même prendre R,
Donc elle est bien, c'est bon. Pardon, nous c'est pas f, c'était g, pardon, celle de départ c'est g, la fonction cube quoi. Cube, elle est bien continue, pas de problème sur R. Elle est bien dérivable sur R étoile, donc j'enlève le fameux point auquel j'ai un petit souci de dérivabilité. Bon, x au cube, elle est bien dérivable sur R étoile, pas de souci. Et si quand je calcule la limite de la dérivée, donc c'était 3x carré. Ah non, ah mais non, mais justement, pardon. Oui, oui, je vous raconte ça avec x au cube, mais on est déjà passé à la réciproque. Donc pardon, on va le faire avec la racine cubique. Bon, peu importe, ça revient au même, on a les mêmes arguments pour le début. Donc je la refais. Donc c'est bien f en fait dont je parlais, je me suis emmêlée toute seule, mais je parlais bien de f. Donc f, pardon. Oui, on peut l'appliquer directement puisqu'on a la dérivée maintenant, je suis bête. Justement, on a obtenu une formule de dérivée, donc avec ça, on va pouvoir l'appliquer directement. Alors je la reprends. Donc le théorème de la limite de la dérivée, si on l'applique maintenant à notre fonction, celle qui nous intéresse depuis le départ, la racine cubique. Donc ma racine cubique, elle est bien continue. Alors là, je l'ai définie sur R plus étoile. Donc bon, je vais dire, mais on peut la définir sur R plus, hein, bien sûr. Elle existe en 0, il n'y a pas de souci. Donc elle est bien continue sur R plus. Elle est bien dérivable sur R plus étoile. Ça, on vient de le démontrer. C'est bon. Et sa limite, la limite de sa dérivée, pardon, en 0, donc au point justement qui nous pose problème, là, il s'avère qu'elle existe, donc le théorème va pouvoir nous répondre. Vous vous rappelez, le théorème répond du moment où la limite de la dérivée existe. Et on a donc les deux autres conditions. Donc là, la limite, pardon, elle existe, mais elle est infinie, puisque en 0, donc ici ce serait 0 plus, j'obtiens clairement 1 sur 0 plus, donc plus infini. Et donc, ça veut dire que le taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0 tend vers plus infini aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est ce que disait exactement le théorème de la limite de la dérivée. Et donc, on peut affirmer que f n'est pas dérivable en 0. Voilà, donc le théorème de la limite de la dérivée nous permet de terminer le travail, en gros, surtout si on vous avait demandé sur R+. Parce que là, moi, c'est vrai que comme j'ai demandé que sur R plus étoile, on peut considérer qu'on a fini le travail. Mais tant que j'y suis, alors je vais dire donc 2 plus en 0. Alors, f, donc là je parle bien de f, la racine cubique. Hein. F est continue sur R+. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, on pourrait définir f sur R+, au lieu de définir sur R plus étoile. Hein. Bon, ça pose aucun problème, mais on a toujours la bijection de R plus dans R+, de toute façon. Donc f est continue sur R+. F est dérivable sur R plus étoile, ça on vient de le voir. Et on sait que f' de x quand x tend vers 0, c'est plus infini. Donc, d'après le théorème de la limite de la dérivée, donc on aurait f de x moins f de 0 sur x moins 0, autrement dit le taux d'accroissement, hein, qui tend vers plus infini aussi. Rappelez-vous, il a la même limite. Et donc, f n'est pas dérivable en 0. Donc effectivement, elle n'est dérivable si on prend les positifs que sur R plus étoile. Et elle sera dérivable aussi sur R moins étoile si on le cherche à le montrer de la même manière. Pour arc-tangente, alors à peu près le même principe. Alors comment on va l'appeler celle-là? On va l'appeler arc-tangente. Hein. Celle-là finalement elle porte un nom facile à utiliser, donc il n'y a pas de souci. Alors arc-tangente, pareil, on se souvient que c'est la réciproque de tangente moins 1 sur donc moins pi sur 2, pi sur 2. En fait, alors, je vais vous l'écrire, parce que je n'avais pas mis, ouais, j'ai dit sur R, donc je vais plutôt, alors, elle va de R dans, ça on l'a déjà vu, hein, tout ça, mais dans moins pi sur 2, pi sur 2, alors que justement, tangente, elle allait de moins pi sur 2 dans R. Voilà, juste pour resituer. Bon, on avait déjà démontré la bijectivité. Je suis en train de réfléchir, tout ça, ça a déjà été fait. Donc, finalement, on n'a pas grand-chose à dire. On va juste appliquer le théorème. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tangente, on l'a déjà vu, elle est dérivable sur moins pi sur 2, pi sur 2.
ça suffit en fait. Ok, donc elle est dérivable sur moins pi sur 2, et sa dérivée, donc je vais quand même l'écrire, donc c'est tangente prime de x, alors pour toute x bien sûr entre moins pi sur 2 et pi sur 2, 1 plus tangente carrée de x. Donc elle ne s'annule pas, puisque il faudrait que tangente carrée soit égale à moins 1, ce qui est, vu que c'est un carré, n'est pas possible. Donc elle ne s'annule pas sur tout l'intervalle. Donc comme elle ne s'annule pas, on va récupérer une fonction arctangente qui est bien dérivable. Donc là, vous voyez, la tangente, elle allait de moins pi sur 2 dans R. Comme elle ne s'annule pas, la fonction réciproque qui, elle, va de R dans moins pi sur 2 est dérivable sur tout R. Donc là, on peut dire, donc, arctangente est dérivable sur R. Voilà. Et qu'est-ce que je vous demandais? Ah oui, je vous demandais la dérivée. Donc, et pour tout x réel, justement. Donc, on va retrouver la formule. Arctangente prime de x. Du coup, c'est tangente moins 1 de x. Prime, bien sûr. Si j'applique la formule, ça me fait donc 1 sur tangente prime de tangente moins 1 de x. Ce qui fait donc 1 sur 1 plus tangente carrée de arctangente x. Là, et donc il n'y a plus qu'à arranger ça. Oui. Oui, parce que tangente prime, donc c'était 1 plus tangente carrée, mais donc c'est ça. Alors j'ai mis arctangente à la place de tangente moins 1, mais ça pose pas du tout problème. Et du coup, donc on va bien récupérer, je vais l'écrire à la fin là-bas, 1 sur 1 plus x carré. Voilà, donc on a bien retrouvé la formule de la dérivée de l'arctangente. Et qui est valable donc sur tout R. Donc j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Et après, donc pour le 2, rapidement, bon, le 2 est un peu plus classique. Donc on est sur une grande composée, en fait, hein, une méga composée de fonctions. Alors je vais juste réécrire la fonction pour qu'on l'ait sous les yeux. Donc c'était ln de arctangente de x carré plus 5. Voilà. Donc on pourrait dire que c'est finalement ln de arctangente de g de x. Donc on a vraiment une grande composée, hein, c'est ln rond arctangente rond g de x, où g ce serait la fonction polynomiale, hein, qui a x associe x carré plus 5. Donc si on nous demande déjà pour l'ensemble de définitions, bon, ça c'est pas très compliqué, puisque on peut dire que dg c'est donc justement une fonction polynôme, donc elle est définie sur R. Arctangente accepte tout R, donc c'est bon. Et d'arctangente c'est R, donc elle est bien inclue. Enfin non, pardon, c'est pas ça que je veux dire. Et j'ai alors l'image de tous les réels par la fonction x carré plus 5, ça va donner, en fait, on a donc x carré qui est plus grand ou égal à 0, hein, donc on va avoir tous les nombres entre 5 et plus infini. Mais bon, peu importe, puisque nous, il faut juste qu'on atterrisse dans R, donc c'est bon, ça c'est l'ensemble des définitions de arctangente. Bon, ensuite, l'ensemble des définitions de arctangente, donc justement, c'est R, pas de problème, et l'image, donc, est arctangente de R, ça donne moins pi sur 2, pi sur 2. On vient de le voir. Voilà. Or, ln, lui, alors oui, justement, c'est là où je vais devoir être plus fine que ça. Bon, parce que ln, lui, n'accepte que des positifs. Et là, moi, j'amène quelque chose qui, potentiellement, pourrait être donc n'importe quoi entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc forcément, pour ln, ça pourrait poser problème. Sauf que notre g, notre fonction g, en fait, elle ne donnait que des positifs. Et arctangente est une fonction impaire, et notamment, en particulier, on a toutes les images des abscisses positives qui donnent des positifs. Donc, alors comment je vais vous écrire ça
D'ailleurs, à la place d'écrire ça qui sert à rien, je vais vous mettre ça. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que 2 plus arc tangente de donc 5 plus l'infini. Et j'ai pas la place. Ok, super. Bon, allez, j'enlève tout, ça m'énerve. Alors, 2 plus, on va écrire proprement. Si je prends l'image de l'intervalle d'images que j'ai obtenu avec G, en fait, ça va donner arc tangente 5 plus l'infini. Mais bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est que c'est inclus dans les positifs. C'est même inclus dans les positifs stricts. Voilà. Et donc, ce qui va arriver dans le Ln, c'est bien un nombre strictement positif. Donc, or, l'ensemble de définition de Ln, justement, c'est 0 plus infini. Donc, et ben finalement, il n'y a aucun problème de définition. Pour tout x, on obtient bien une image. Donc, l'ensemble de définition de f, c'est R. Parce que nous, on est bien parti de R au départ. Hein. Donc, je répète, hein, ici, on part dans R. G de x, avec G de x, on arrive dans R plus étoile. On arrive même dans 5 plus infini. Avec arc tangente, on reste dans R plus étoile. Et comme Ln accepte R plus étoile sans condition, bah, du coup, tous les x que j'avais pris au départ fonctionnaient. Donc, l'ensemble de définition, c'est R. Et ensuite, donc, on nous demande pour la dérivabilité. Ça ne va pas poser plus de problèmes, en fait. Hein. Donc, pareil, donc, si je regarde G, donc G est dérivable sur R, pas de souci. Donc là, maintenant, on a bien en plus tous les ensembles à chaque étape. Donc, c'est bon. Ensuite, la fonction arctangente, elle est dérivable sur R, donc en particulier sur R plus, sur R plus étoile, là, sur 5 plus infini, là. Dérivable sur R, donc en particulier sur 5 plus infini. Et enfin, Ln est dérivable sur R plus étoile. Donc, en fait, c'est comme l'ensemble de définition. Hein, on a exactement les mêmes ensembles de dérivabilité, donc ça ne pose pas de problème. Dérivable sur R plus étoile. Et donc, comme il lui arrive justement que des nombres qui sont strictement positifs avec l'arc tangente, on a bien une fonction globale qui est bien dérivable. Donc, par composition, f est dérivable sur R plus étoile. Sur R, pardon. Excusez-moi, sur tout l'intervalle qu'on avait au départ, on n'a aucune restriction. Donc dérivable sur R. Ok. Et donc maintenant, si on veut calculer cette dérivée, donc 2 plus. Alors je vais juste y aller par étapes. Je vais prendre déjà arctangente rongé. Donc x appartenant à R. Arctangente rongé prime de x. Donc là, pour le coup, il fallait utiliser donc la formule de la dérivation des composés. Donc maintenant qu'on sait que la composée est dérivable sur R, on y va, on applique. Hein. Donc ça va faire g' de x fois arctangente prime en g de x. G' de x, c'est 2x. Et arctangente prime, c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc 1 sur 1 plus g de x au carré. Autrement dit, ça nous donne 2x sur 1 plus x au carré plus 5 au carré. Donc ça, c'est juste une partie. Donc maintenant, je vais recomposer encore pour obtenir f' de x. Donc f' de x, c'est f rond. Alors, vous savez quoi, celle-là, je vais l'appeler h. Voilà. Donc c'est f rond h de x. Autrement dit, c'est h' de x fois f' rond h de x. H', on vient de la calculer. C'est pour ça que je l'ai fait à part, hein, parce que vous voyez que sinon, c'est un petit peu des calculs complexes quand même. La dérivée de f, c'est... pardon, j'ai dit n'importe quoi. Ça, ln ici, pardon. Donc ln. Donc la dérivée de ln, excusez-moi, c'est 1 sur u. Donc ici, j'ai h, donc ça va être 1 sur h de x. Voilà. Et justement, h de x, c'est arctangente de x carré plus 5. Donc on va avoir 2x fois 1 plus x au carré plus 5 au carré. Alors elle n'est pas belle, hein, mais bon, c'est pas grave. Fois 1 sur arctangente de x au carré plus 5. Voilà pour ma dérivée. Alors on pouvait toujours développer ici. Bon, à part ça, on ne pouvait pas faire grand-chose.
Donc bon, c'est pas grave, on garde ça, c'est déjà très bien. Je suis en train de regarder si on pouvait, bah non, on peut rien faire, hein. Donc c'est pas grave, on garde ça. Et ben voilà, donc on a terminé notre exemple, nos deux exemples d'ailleurs. On a bien déterminé ce qu'il fallait. Donc elle était bien dérivable sur R et on a la formule. Ok, et donc finalement, ben, on a presque fini ce que je voulais aborder avec vous. Je voulais juste parler maintenant du 2.1, mais ça va être assez rapide, euh, puisque ben, en fait, il n'y a pas énormément à dire. Les extrémums locaux, on en a déjà parlé, on a déjà donné les définitions, donc je ne vais pas trop m'étaler non plus. Donc, dans quel cas on avait dit qu'on mettait un maximum local. Alors, j'avais déjà expliqué hein, la différence entre local et global, donc ça, j'espère que ça va. Et on en avait parlé notamment aussi quand on a fait les voisinages, etc. Donc, ça fait pas si longtemps. Et il me semble même qu'on en avait aussi parlé en début d'année. Donc, bon, c'est quand même a priori déjà vu tout ça. Donc, on dit que f admet un maximum local en A si il existe un voisinage. Donc, pour le voisinage, il nous fallait un delta positif tel que, quel que soit x justement dans ce voisinage, donc à moins, voisinage de A, hein, bien sûr, puisqu'on veut voir si f admet un maximum local en A. Donc il faut que dans ce voisinage de A, donc qui serait A moins delta, A plus delta, et qui doit quand même, enfin on va prendre que les éléments de i qui sont dans ce voisinage, il faut donc que f de x soit inférieur ou égal à f de A. En gros, ça veut dire qu'autour de A, on arrive à montrer que toutes les images des abscisses autour de A sont inférieures ou égales à f de A. Et donc, dans ce voisinage, f de A serait la plus grande des images, donc localement, c'est-à-dire vraiment autour de A. F de A est un petit maximum, quoi, un maximum local. Après, il resterait à voir si c'est encore vrai au global, ce qui n'est pas l'objet ici. Voilà, on aurait pu aussi écrire, on en avait vu des écritures comme ça, justement, que il existe delta appartenant, enfin plus grand que 0, tel que sur x appartenant à i. Voilà, on aurait pu l'écrire comme ça aussi, que x moins a inférieur à delta. Donc ça veut vraiment dire x dans le voisinage de a implique f de x inférieur ou égal à f de a. Voilà, c'est vraiment, c'est une autre manière d'écrire, mais c'est vraiment quasiment la même, hein. Ok, alors pour le minimum, du coup, on va aller un peu plus vite, c'est la même chose, mais version minimum. Donc pareil, quel que soit x appartenant au voisinage et dans i, on aurait f de x supérieur ou égal à f de a cette fois. Et un extrémum, c'est être un maximum ou un minimum. Donc on dit que f admet un extrémum local en a si f admet un minimum local en a ou un maximum local en a. Un minimum local ou un maximum local en a. Voilà, donc ça, bon, ok. Ce qui est plus intéressant, c'est la proposition, mais on en a déjà parlé aussi. Si on suppose que f est dérivable en a, et c'est vraiment important, je vais en parler en classe hein, d'ailleurs de ça pour un autre propos, mais c'est important que f soit dérivable hein, déjà, sinon de toute façon ça va pas avoir de sens sinon parce que on a besoin de f' de a après, donc forcément. Donc, mais il faut que ce soit déjà vrai quoi. Donc on suppose que f est dérivable en a, pardon, et que le point A est un point à l'intérieur de i. Alors après je vais vous donner un exemple où justement a n'est pas à l'intérieur de i et ça marche pas. Donc il faut vraiment que ce soit pas un bord, pas une extrémité. Dans ce cas-là, si f admet un extrémum, donc maximum ou minimum en A, alors f' de A est forcément égal à 0. On a donc une tangente horizontale à cet endroit-là, forcément. Si A, et je répète, hein, donc si A est à l'intérieur de l'intervalle et que f est dérivable en A, on a forcément une dérivée qui s'annule en A dans le cas où on sait déjà que c'est un minimum ou un maximum. Mais attention, là, le contraire est faux. Ça, pour le coup, on a déjà dû vous le dire en lycée. On peut avoir la dérivée qui s'annule sans qu'on ait un extrémum. Donc, il faut faire attention parce que ça marche que dans un sens. Et c'est justement les remarques, ce que je viens de dire, c'est les deux remarques que je vous ai écrites en dessous, et pour lesquelles je vais juste vous donner un petit contre-exemple, et puis on aura fini pour cette partie-là du cours que je voulais voir avec vous. Donc ici, pour les remarques, donc contre-exemple, pour la première, par exemple, donc pour l'histoire de la réciproque, déjà. Donc un petit contre-exemple. Pour le coup, c'est le bateau hein, que je vais vous donner, celui que normalement vous avez déjà vu aussi au lycée. Si je considère x au cube, la fonction cube justement qu'on a vu tout à l'heure sur R,
f' s'annule en 0, puisque f' c'est 3x carré, et pourtant f n'admet pas d'extrémum en 0. Donc là, on est carrément sur un point d'inflexion. Vous avez dû en parler, notamment avec la dérivée seconde aussi. Bon, on n'en est pas encore là, mais ça viendra. F s'annule en 0 et pourtant f n'admet pas d'extrémum en 0. En fait, on a la courbe qui traverse sa tangente. Hein, rappelez-vous, fonction cube, on a quelque chose comme ça, avec une tangente ici, donc qui est bien horizontale, hein, puisque la dérivée s'annule. Hein, donc ça, c'est pas de souci, elle est horizontale, mais on n'a pas d'extrémum. On va avoir au contraire la courbe qui traverse sa tangente. Et donc, pourquoi ça ne marchait pas ici la proposition, pardon, parce que là, on est dans l'autre sens, c'est la réciproque. Là, on est en train de dire, ah, bah, f' s'annule, donc on a un extrémum. Ben non, justement, ça ne marche pas. Mais si on avait un extrémum, alors la dérivée, oui, elle s'annulerait. Et donc, le deuxième contre-exemple, donc ça, c'est pour la deuxième remarque. La deuxième remarque, il disait qu'on doit forcément avoir un point à l'intérieur de i. Alors effectivement, si je prends la fonction tout simplement identité de 0,1 dans 0,1, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1, f est dérivable, il n'y a pas de souci. Donc là, je suis au bord, j'ai fait exprès évidemment, je me suis placé au bord pour vous montrer ce qui se passe. F est dérivable en 1 et admet un maximum en 1, forcément, puisque là, enfin, on connaît cette fonction. Et pourtant, sa dérivée ne s'annule pas en 1. Sans que sa dérivée s'annule. Voilà, donc pourquoi là la proposition ne s'est pas appliquée? Parce que je suis au bord. Voilà, là cette fonction, alors oui, effectivement, elle a son maximum en 1, sauf que l'intervalle qu'on considère c'est 0,1, donc de suite mon application elle ne marche plus, puisque ça ne marche que pour a à l'intérieur de 0,1. Donc ce que vous voulez, mais à l'intérieur, ni 0 ni 1. Voilà, et donc ici forcément elle ne s'appliquerait jamais, puisque entre 0 et 1, je n'ai pas de maximum ni de minimum. J'aurais pu vous faire la même chose en 0, bien sûr, avec le minimum, et c'était la même remarque. Voilà, donc effectivement, la dérivée, c'est 1, hein, donc elle ne peut pas s'annuler. Voilà, je pense que j'ai suffisamment détaillé cette partie-là, puisque, encore une fois, c'est quand même des choses dont on a déjà parlé. Bon, j'espère que c'était suffisamment clair, pas trop long. N'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, sur tout ça, si besoin. Et il y aura donc une autre vidéo pour un peu plus loin. Il y a une autre partie aussi, notamment on va parler des fonctions qui sont dérivables plusieurs fois, etc., dont on avait déjà un petit peu parlé, sur laquelle, pareil, je vais essayer de gagner un petit peu de temps. Et donc, vous aurez aussi une vidéo là-dessus. Voilà, merci pour votre écoute et à très vite.